Juste avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit peu un topo de mes années avec la conférence WWDC. Vous avez ici, bon, ça c'était en 2012 quand j'étais au Moscone Center. Euh, c'était vraiment des années assez fastes, assez intéressantes dans la mesure où on était des milliers, là, je pense que c'était entre 5 et 7 000 personnes là, de mémoire qui avaient acheté leur billet et qui étaient présents. Dans mon cas, là, même les dimanches, il fallait dans les dernières années être présent en ligne au Moscone Center ou près, là, tout près dès 5-6 heures l'après-midi, la veille, le dimanche, pour être prêt le lundi à pouvoir entrer et avoir une place intéressante à l'intérieur, tellement qu'il y avait du monde. Ça donnait un gros happening. 2007, on pouvait arriver vers 2, 3, 4 heures du matin, mais plus les années avançaient, plus les gens arrivaient de bonne heure. Il y en a beaucoup qui campaient là la veille, donc ça devenait un gros happening. Donc, rendu en 2013, là, c'est ça, il fallait être là vraiment la veille. On soupait puis on déjeunait dans la ligne. Il y a quelqu'un qui allait chercher de la nourriture, puis on échangeait avec des développeurs d'un peu partout dans le monde. On avait aussi, bon, évidemment, là, les gens étaient assis, on était assis dans la salle. Ça, c'était en 2013, je crois, c'est pas en 2012, c'est en 2013. Et l'enjeu pour pouvoir entrer, c'est que si on ne réussissait pas à avoir une place dans la salle, il y avait ce qu'on appelle une salle overflow, là, donc une deuxième salle où pour accueillir les gens qui voyaient la présentation en direct sur un écran. Ça, c'était plus poche là, parce que finalement, tu te rendais sur place pour être pris dans une salle avec un écran vidéo plutôt que de voir les gens en personne sur le stage. Donc, moi, j'ai toujours eu l'occasion d'être dans la salle. Là. Dans ce cas-ci, j'étais assez proche. Et ce qui était vraiment cool, là, bon, moi, j'ai vu Steve Jobs en présentation en 2007, en 2008 et 2009, il était malade. 2010, sa dernière présentation publique, si on peut dire, là, c'était à la WWDC de 2010 avant qu'il décède et il était sur la scène. Donc, je l'ai vu 3 fois à travers les années, ce qui était pas mal impressionnant. Sur ce, je voulais aussi parler rapidement avec vous de quelles sont les rumeurs qui ont été lancées ou les semi-vérités ou les probabilités de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conférence WWDC elle vise vraiment les développeurs. Donc, on n'est pas ici pour satisfaire les besoins de monsieur, madame, tout le monde. Oui, éventuellement, ça va se transformer en application, en service, en technologie, en produit. Mais à la base, le but de la conférence, c'est d'expliquer aux développeurs quelles sont les mises à jour dans les outils de développement, dans les librairies, dans les kits qui sont fournis pour être capable de faire du développement, comment les services d'Apple, que ce soit Apple Intelligence ou autres, iCloud, peuvent être utilisés. Donc, c'est vraiment une conférence beaucoup plus axée sur les développeurs. Et je reviendrai demain. Il y a une deuxième présentation qui a lieu un peu plus tard aujourd'hui qui s'appelle le State of the Union des développeurs ou de l'environnement, de l'infrastructure d'Apple. Donc, dans cette conférence-là, on va vraiment plus en détail sur un paquet d'aspects technologiques. Je ferai probablement un résumé demain. Là, mais malheureusement, ce soir, j'ai un empêchement. Là, je dois quitter pour l'heure du souper, donc je ne pourrai pas préparer le matériel. Mais je pense que demain, je vais avoir du temps et je vais passer au travers avec vous. Donc, si jamais ça vous tente de rester à l'écoute, je serai là probablement demain dans la journée. Donc, quelles sont les rumeurs? Ben, premièrement, il y a une rumeur au niveau d'un design ou à tout le moins d'une interface utilisateur qui est plus liquid glass, donc qui est plus vitrée, qui est plus ondulée. Il faut comprendre que Apple a toujours préconisé ce qu'on appelle les fameux rectangles au coin arrondi. Et ça, il y a une bonne histoire là-dessus là, qui date des années je pense des années 70, fin 70, quand il préparait le premier Mac. Et Steve Jobs disait à un des développeurs, il faut que tu réussisses à faire des carrés au coin arrondis dans le logiciel, je ne sais pas si c'était MacDraw ou un logiciel de formes pour être capable de faire des formes, remplir des formes, puis faire un peu de design. Et le développeur disait, mais c'est pas possible là, de faire des coins arrondis. Puis finalement, il l'avait pris par la main, il a fait le tour
du bloc où ils étaient. Et il a montré tous les endroits où il y avait des coins arrondis sur des carrés, que ce soit des panneaux de signalisation, que ce soit des enseignes, parce que esthétiquement, c'était plus adapté. Et finalement, le développeur avait compris le message et le lendemain était revenu avec l'algorithme qui permettait de prendre un rectangle ou un carré et d'y faire des coins arrondis. Donc, on s'attend à ce qu'ils aient du verre liquide en termes d'interface dans la présentation de iOS 26 et possiblement aussi de Mac OS 26. Bon, Apple voudrait aller vers une nomenclature d'années comme les autos, là, les modèles 2025, 2026, 2027, pour simplifier les numéros des versions. Donc, ça aussi, c'est une rumeur qu'il y aurait une standardisation de la numérotation à travers l'ensemble de l'écosystème. Au niveau de Siri et Apple Intelligence, évidemment, beaucoup de déceptions suite aux annonces de l'année passée et du peu de fonctionnalités qui ont été livrées jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu énormément de retard. Il y aurait supposément une meilleure intégration au niveau des applications qui seraient présentées. Reste à voir si finalement ça va être présenté et surtout livré parce que l'enjeu, là, c'est que beaucoup de développeurs et même d'utilisateurs s'attendent à beaucoup d'Apple de ce côté-là, même les investisseurs. Donc, on va regarder ça du côté d'Apple Intelligence. Pour ce qui est des nouvelles applications, on parle d'une application de jeu qui pourrait regrouper l'ensemble des jeux avec les meilleurs joueurs, avec des palmarès de jeux, des palmarès de joueurs, plus d'interactivité. Donc, pour les gamers, les joueurs, il semblerait qu'il y aurait des nouveautés de ce côté-là. Au niveau des applications, j'imagine là, il va y avoir des améliorations, un paquet d'applications, que ce soit Safari, au niveau de la caméra, au niveau des AirPods aussi. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Il y a des rumeurs au niveau des AirPods, on va le voir plus tard. Euh, on a aussi la macOS version 16, donc la dernière version qui s'appellerait peut-être Tao, là, selon certaines autres rumeurs. Aurait une interface inspirée là, de Vision OS. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine standardisation de l'interface utilisateur avec l'iPad, avec Vision OS, avec le Mac, même l'iPhone. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine standardisation pour faciliter la transition d'un écosystème, d'un appareil vers un autre dans le même écosystème. Donc, c'est une refonte qui est possible, qui serait peut-être annoncée aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Du côté des AirPods et des AirTags, il y aurait des rumeurs en termes d'intégration de technologie. Donc, on parlerait peut-être de traduction simultanée au fur et à mesure qu'une personne parle et qu'on a des AirPods. Il y aurait des fonctions plus avancées au niveau des AirPods qui auraient été envisagées ou qui seraient très, très pratiques. Je ne suis pas un gros utilisateur des AirPods, à part des écouteurs comme tels, là, des AirPods Max. Donc, on verra qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer de ce côté-là. Donc, Apple de Intelligence, probablement qu'il va y avoir un changement de stratégie suite à la déconfiture de l'année passée et de l'année en cours. Donc, ça sera intéressant de voir où ils vont se positionner de ce côté-là et qu'est-ce qu'ils vont annoncer ou ne pas annoncer parce que c'est possible aussi qu'ils limitent les annonces pour gérer les attentes. Donc, ça aussi, c'est une possibilité que les annonces soient plus limitées de ce côté-là. Et peut-être pas impossible qu'il y ait un mea culpa là, de la part de Tim Cook. Là, on verra de ce côté-là ce que ça impliquera. HomeKit. Pour moi, HomeKit, c'est vraiment là où j'ai beaucoup d'attentes. Et pour faire un petit peu la genèse de HomeKit, qui est l'environnement domotique d'Apple qui a été lancé en 2014 à la conférence WWDC à ce moment-là. Essentiellement, c'était de permettre aux appareils connectés, donc les lumières, les thermostats, les prises électriques, d'être contrôlés via Siri, puis une application unifiée. Donc, c'était vraiment ça qui était l'objectif. Il n'y avait pas d'application dédiée à ce moment-là. Et le contrôle se passait surtout par Siri ou des applications de tierces qui étaient compatibles. Au niveau de HomeKit, bon, en 2016, ils ont ajouté l'application maison qui a été ajoutée sur les appareils, donc sur iOS 10.
Et ça me permettait vraiment de visualiser puis de contrôler les appareils via notre téléphone, créer des scènes, des automatisations. Donc, à telle heure, ouvre les stores ou ferme les stores, change la température quand je suis là ou je ne suis pas là. Donc, ce genre de situation-là. Puis d'organiser aussi la maison puis les pièces en zone pour être capable de mieux automatiser. Euh, Puis Siri devient plus utile pour la domotique à ce moment-là parce qu'il est intégré à l'application maison. En 2017 et jusqu'à 2019, bon, il y a eu l'évolution qui était plus stable là, en termes d'évolution. On parle de l'introduction du HomePod en 2018, qui devient un hub à ce moment-là, avec l'Apple TV ou l'iPad. Donc, il y a trois appareils qui peuvent agir comme appareils centralisés pour être capable de gérer les différentes scènes, les actions à l'intérieur de la maison. Il y a une prise en charge de marques tierces comme Philips Hue, Eve, Logitech avait aussi des solutions de ce côté-là. Et finalement, le contrôle à distance via un hub, donc d'être capable à distance d'accéder à notre application et de faire l'ouverture des stores, fermer des serrures, ouvrir des lumières, donc d'être capable de gérer ça à distance. À partir de 2020, Apple a vraiment mis l'accent sur la sécurité puis une automatisation renforcée. Donc, on parle de l'ajout de la suggestion de- d'automatisation, des meilleurs aperçus dans l'application de la maison. On a aussi mis de l'avant les vidéos sécurisées avec des caméras, des partenaires qui permettaient l'enregistrement chiffré sur iCloud. Donc, on augmentait les fonctionnalités à ce moment-là. Et finalement, la reconnaissance faciale avec les caméras compatibles. Donc, on allait plus loin du côté vidéo. Et 2021-2022, ben, on a encore amélioré la partie interface visuelle avec un nouveau design qui était plus fluide, plus efficace. Et aussi la possibilité d'avoir des widgets, donc des notifications améliorées, des petites applications plus adaptées à notre besoin ou à notre processus. Donc, c'était une meilleure gestion des accessoires à ce moment-là. Et 2022-2023, ben, ça a été vraiment l'adoption de Matter, qui était la norme ouverte avec Google, avec Amazon, avec la majorité des grands fabricants pour être capable de communiquer avec ces appareils-là sans passer par un protocole qui est propriétaire. Malgré que les fabricants peuvent décider de respecter le format propriétaire HomeKit pour Apple, mais peut aussi offrir la fonction Matter pour être compatible à de multiples autres appareils ou technologies ou hubs là, pour être capable de contrôler les technologies. Donc, avec iOS 16.1, ils ont Apple Home devient compatible avec Matter à ce moment-là. Il y a une refonte de l'architecture qui était plus rapide, plus fiable que déployée et qui a été déployée de manière progressive. Et je pense que c'est dernièrement, là, il y a quelques mois, où Apple a obligé à tous les clients de s'assurer de migrer leur HomePod, leur Apple TV, leur iPad vers la dernière architecture pour être sûr d'être compatible parce qu'ils vont rendre désuet l'architecture précédente. Et je peux vous dire que, bon, j'ai quelques appareils, là, vous pourrez aller voir éventuellement là, sur ma chaîne quelques exemples d'appareils. Là. J'ai des stars, j'ai des lumières, j'ai les lumières Lutron. Et j'avais des problèmes avec l'automatisation, surtout de mes stars. J'avais des stars qui perdaient la connexion. Et finalement, je me suis aperçu que mon Apple TV de première génération 4K là, était le problème. J'ai changé l'Apple TV pour un plus récent et tous les problèmes sont réglés. Donc, les stars répondent dans quelques millisecondes quand je fais des demandes de fermer ou d'ouvrir. Donc, la nouvelle architecture répond beaucoup plus rapidement. Et 2024-2025, ben, il y a eu encore une fois une consolidation de l'écosystème avec les HomePod mini, l'Apple TV 4K évidemment, un accent sur la confidentialité. C'était un peu un résumé de Apple HomeKit et d'Apple Home. Moi, j'ai beaucoup d'attentes avec ce qu'ils vont annoncer aujourd'hui parce que il y a vraiment un marché qui est très important de ce côté-là qu'il ne faut pas négliger du côté d'Apple. Et ça permet d'enrichir l'écosystème, puis aussi, évidemment, d'aller chercher des clients qui ne sont pas dans l'écosystème d'Apple vers l'écosystème. Le but, c'est de s'assurer que tout s'intègre sans trop de problèmes et qu'on n'ait pas
de maintenance excessive à faire pour faire fonctionner l'ensemble de nos appareils. Euh, Autre petite nouvelle, si jamais vous voulez participer au bingo, il y a quelqu'un qui a fait une carte de bingo. Vous avez l'adresse ici en bas. Cette carte-là vous permet de voir si vous allez réussir à avoir un bingo avec les prédictions qui ont été mises sur la carte. C'est sûr que la case centrale, c'est sûr que ça va être un Good Morning de Tim Cook. Fait que c'est sûr que là-dessus, on va avoir notre jeton. Pour les autres, ben, allez faire un tour. J'ai mis l'adresse, c'est vraiment drôle. C'est bien fait. Donc, il y a une carte de bingo qui a été rendue publique pour ceux qui veulent jouer à ce jeu-là.